J'ai été surprise de voir comme tu es grand. Il est vraiment très grand. Si tu ne vois quelqu'un qu'à la télé, tu ne vois que la tête. Dans mon cas, une tête énorme. Donc ça cache à quel point je suis grand. C'est ça. C'est une émission des Républicains MAGA, non? C'est ce que m'a dit mon équipe média. D'accord, super. Eh bien, alors voyons ça. Alissa, tu as la première question. Oui, monsieur le vice-président. Merci d'être avec nous. Vous avez pris vos fonctions avec un élan évident, mais lorsque j'ai parlé à des amis et à la famille qui vous ont soutenu, vous et le président, et qui vous soutiennent toujours, une question revient sans cesse, l'économie. L'inflation est élevée, les salaires sont bas, le prix de l'essence commence à baisser, et il y a cette nouvelle concernant l'accord avec l'Iran, sur lequel nous reviendrons, bien sûr. Que pouvez-vous dire aux électeurs qui vous ont fait confiance pour faire baisser les coûts dès le premier jour et qui veulent être satisfaits d'ici novembre? Eh bien, je pense qu'au final, cela dépend des électeurs, n'est-ce pas? Je pense qu'ils ont tout à fait le droit d'attendre le maximum de leurs représentants élus. Nous savons que nous avons été élus avec plusieurs mandats. Nous avons fermé la frontière, et je pense que cela a été fait au-delà des attentes. Le deuxième objectif était de réduire les prix, mais beaucoup reste à faire, surtout à cause des récents événements au Moyen-Orient. Comme vous l'avez dit, le pétrole passé de 120 à environ 80 $ le baril entraînera des prix plus bas pour le carburant, la nourriture et l'énergie. J'ai été élevé par un grand-père ouvrier sidérurgiste syndiqué. Plus tard, ses emplois et usines ont disparu. Ce qui me motive surtout, c'est de voir arriver tant de capitaux dans notre pays. De nouvelles usines sont construites, l'emploi dans le bâtiment progresse et l'industrie manufacturière recrée des postes, mais beaucoup reste à faire. Je pense que nous progressons, mais au final, nous présenterons nos arguments aux électeurs en novembre. Et ce sera à eux de décider si nous avons fait du bon travail ou non. C'est ainsi qu'ils votent. D'accord. Alors, le président Trump a qualifié l'accessibilité de mascarade. C'est lui qui a dit ça, pas moi. Il dépense beaucoup d'argent dans sa salle de bal et aussi dans le miroir d'eau. Et n'oublie pas l'arche de Trump, comme j'aime l'appeler, et aussi un combat en cage à la Maison-Blanche. Tout ça. Pourquoi fait-il cela alors que tout le monde sait que les Américains ont des difficultés? Pourquoi dépenser tout cet argent? Je dois défendre le président sur ce point. Il dit que blâmer les républicains pour le coût de la vie est une mascarade. Je pense qu'il a raison. Sous Biden, l'inflation est montée à 9. D'accord, maintenant elle est à 3,5 % d'ailleurs. C'est encore trop élevé. Nous faisons tout notre possible pour la ramener à 2,5 %, là où la plupart aimeraient la voir. Mais nous avons hérité du problème du coût de la vie. Nous travaillons à l'amélioration, cela prendra du temps. Il reste beaucoup à faire, mais le président sait que de nombreux Américains ont des difficultés. En fait, il a fait campagne là-dessus, il en a parlé, et nous avons fait certaines choses et avons réalisé de bons progrès à ce sujet. A-t-il dit maintenant qu'il aime l'inflation? Qu'a-t-il dit, Anna? Ce qu'il a dit, c'est qu'il adore le fait que l'inflation va diminuer quand cette guerre sera terminée. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas une citation directe ou es-tu sa vice-présidente? Allons-y. Regarde et écoute ce que le président a dit. Les gens posèrent des questions sur l'inflation et sur le coût de la vie, qui reste bien réel. Et il a dit « J'adore l'inflation parce qu'elle va baisser quand la guerre sera terminée ». Encore une fois, le prix de l'essence reste élevé à 4,06 ré par gallon aujourd'hui, mais il a nettement baissé par rapport à il y a quelques semaines. Donc, il y a beaucoup de choses, encore une fois, il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais je pense que nous faisons tout notre possible. Nous allons continuer à travailler là-dessus, et encore une fois, le peuple américain rendra son verdict. Je pense que nous avons un argument très convaincant pour faire campagne là-dessus, n'est-ce pas? Nous avons attiré beaucoup de nouveaux investissements. Nous construisons des usines qui apporteront des dividendes importants au peuple américain à long terme. Joyce, les emplois manufacturiers augmentent fortement et ceux de la construction s'améliorent un peu. Il y a des emplois dans la construction pour bâtir les usines, puis les ouvriers de l'industrie manufacturière reprennent le travail. Cela augmente aussi les salaires. Je suis très fier que, si tu regardes à quel point les salaires augmentent maintenant par rapport à 2020 et 2022, ils augmentent beaucoup plus vite. C'est bien, mais l'essence reste trop chère, ce qui pose encore un problème d'accessibilité financière. Certaines choses restent trop chères. Tu sais, les loyers sont stables ou baissent depuis 12 mois. Il y a donc des signes de reprise et de progrès. Je pense, même si vous n'êtes pas d'accord, que nous avons hérité d'un désordre et que nous réparons. Mais réparer prend parfois du temps, Sonny. D'accord, Madame la vice-présidente. Selon le nouveau rapport du New York Times, vous avez été la principale voix en coulisses pour divulguer les dossiers Epstein, et nous vous applaudissons pour cela. Et vous avez alerté des hauts responsables, y compris du ministère de la Justice, lors de réunions stratégiques dans la salle de crise. Nous savons que des enregistrements de ces réunions existent et que cela a causé un problème majeur pour la base.
Le rapport indique que vous avez même suggéré que Tucker Carlson interviewe Ghislaine Manson et Maxwell pour blanchir le nom du président. Mais vous avez été rejeté par des personnes de votre propre groupe. Pourquoi? Avant tout, ne croyez pas tout ce que vous lisez dans un journal, qu'il soit de droite ou de gauche, car il y a des vérités, des erreurs et des propos sortis de leur contexte. Voilà ce que je dirais. Alors, d'abord, je suis un peu un théoricien du complot à propos de l'affaire Epstein, et cet article dit qu'il est vrai que certaines personnes m'ont appelé comme ça, chef de cabinet à propos de l'affaire Epstein. Ils m'ont traité de complotiste. J'adore Suzy, mais je pense qu'elle me voit clairement comme le théoricien du complot à propos d'Epstein, parce que je trouve ça fou que ce type, clairement un prédateur sexuel, traîne avec plein de gens très riches et puissants. Ça m'a vraiment dérangé. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Bien sûr, personne ne sait exactement ce qui s'est passé, à moins d'y avoir été. Cela m'a dérangé. Je voulais une transparence totale. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la Maison-Blanche n'y était pas engagée. Il faut se rappeler que j'étais dans la pièce quand certaines de ces décisions ont été prises. La loi sur la transparence des archives Epstein, que le président a signée, celle qui a mené à ces archives que nous voyons, les emails. D'ailleurs, encore une fois, désolé, je dois défendre mon patron. Je sais que vous n'appréciez pas toujours cela, mais vous savez, l'une des choses que vous voyez dans les emails d'Epstein, c'est que Jeffrey Epstein détestait Donald Trump et que Donald Trump a littéralement dénoncé Jeffrey Epstein à la police. Ils ont été amis proches pendant 10 ans, rappelez-vous. Il a signé cette loi sur la transparence sous la contrainte. Lorsque certaines congressistes républicaines, comme Lauren Boebert, comme Marjorie Taylor Greene, n'ont pas cédé à sa pression pour ne pas signer, il a emmené Lauren Boebert dans la salle de crise pour la pousser à céder et à ne pas voter pour ce projet de loi. Alors, je vais répondre à cela, c'est vrai, je vais répondre à cela. Donc, premièrement, oui, Donald Trump, et il l'a lui-même dit, connaissait Jeffrey Epstein dans les années 80. Il a expulsé Epstein de son club après avoir découvert son comportement et l'a signalé à la police. Les médias oublient souvent ce point en couvrant cette histoire, se contentant de dire qu'ils se connaissaient dans les années 80, comme l'admet le président. Ils ignorent qu'il l'a dénoncé à la police et que cela, au final, a conduit à la chute de Jeffrey Epstein. À ce sujet, Anna, tu connais bien le Parti républicain. C'est l'une des raisons qui a mené à l'enquête des autorités. Pour le point que tu as évoqué, C'était soi-disant lié à une affaire immobilière qui n'a même pas dégénéré en dispute. mais l'email affirme, En fait, ils se connaissaient. Soyons honnêtes et transparents. Non seulement ils se connaissaient, mais ils étaient aussi de très bons amis. il l'a dénoncé à la police. C'est ce que je dis, c'est la vérité. Un autre point que je considère, si je peux souligner un point très important, c'est cette question. Donald Trump n'a-t-il publié ses dossiers que sous la pression des républicains? Et, Anna, tu connais probablement le Parti républicain mieux que moi. L'idée que Donald Trump se promène en ayant peur des membres du Congrès républicain, au lieu que ce soit l'inverse, c'est un peu fou. Était-ce bipartite? Il y avait des républicains et des démocrates, mais comme les républicains contrôlent la Chambre et surtout le Sénat, tu as besoin de leur aval. Le président a dit, écoutez, je le répète, j'étais aux réunions, il était frustré, les démocrates le prenaient personnellement, et il disait, j'ai expulsé ce type de mon club. C'est moi qui l'ai dénoncé à la police, ou du moins l'un de ceux qui l'ont fait. Le président était frustré par cela, c'est certain, mais à la fin, il a dit, tu sais quoi, on va mettre tout ça au clair, on va rendre ça public. Et il a vraiment appelé les sénateurs. J'étais présent quand il a appelé en disant « Adoptez ce projet de loi, je le promulguerai ». C'est ce qui est arrivé. Laissez-moi vous poser une brève question de suivi. Laissez-moi vous poser une brève question de suivi. Oui, il semble que vous pensiez qu'il y aurait des hommes dans les dossiers qui seraient tenus pour responsables, à juste titre. Et le peuple américain est d'accord avec vous là-dessus. Pourquoi ne sommes-nous pas d'accord avec vous là-dessus? Nous avons publié environ 6 millions de dossiers ou pages. D'après ce que je comprends, il s'agit de 2,5 millions Sony. Je vais vérifier pour confirmer. Il me semble que beaucoup sont des doublons de contenu déjà publiés. Nous ne cachons rien. Nous ne retenons rien. Certaines de ces choses sont comme ça. Les tribunaux doivent autoriser leur divulgation. C'était l'une des choses auxquelles nous avons été confrontés. Vous évoquez les réunions en salle de crise avec une pile de dossiers, probablement dans le district sud de New York ou une autre juridiction. Nous voulions divulguer ces dossiers, mais il fallait l'accord du tribunal. Parfois, nous faisions la demande et il refusait. À propos de ces documents, précisez de quels documents il s'agit. 3,5 millions de documents ont été divulgués et, d'après ce que je comprends, 2,5 millions ne l'ont pas été. Peut-être ceux visés par une action en justice. Dans votre nouveau livre Communion, Vous écrivez sur votre évolution. votre évolution personnelle avec la foi d'évangélique à athée, puis converti au catholicisme. Vous décrivez aussi comment votre opinion sur Donald Trump a évolué, passant de le voir comme le Hitler de l'Amérique au meilleur espoir de l'Amérique. Maintenant, en tant que personne qui a déjà admis avoir poursuivi l'ambition, comme vous l'écrivez dans votre livre, mais qui dit maintenant que la foi vous a ramené à l'essentiel,
Je dois, d'une certaine manière, utiliser vos propres mots qui sont restés avec moi depuis 2016. Bien sûr, mes amis chrétiens, tous nous regardent quand nous nous excusons pour cet homme. Seigneur, aide-nous, j'y pense tout le temps, parce qu'en tant que chrétienne, cela pèse sur mon cœur lorsque j'observe ce pays et la direction à sa tête. Parce que c'est aussi quelque chose que je dois expliquer à mes enfants. Et je sais que nous partageons aussi l'idée que notre plus grand privilège et notre plus grande responsabilité, ce sont ces jeunes que nous élevons, bien sûr. Aide-moi à trouver les mots pour expliquer à mes enfants ce qu'ils voient. Cela a déjà été largement diffusé. J'ai critiqué Donald Trump en 2015 et 2016. Aujourd'hui, je suis vice-président des États-Unis dans le gouvernement Trump. Eh bien, Joy, un peu d'humilité. En fait, je pense que lorsque vous faites des prévisions et que ces prévisions s'avèrent fausses, vous devez vous demander « Qu'est-ce qui m'a fait me tromper à ce sujet ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ou pas suffisamment pris en compte ?» Non, par exemple, j'ai évoqué la politique économique de Donald Trump. Les politiques n'augmenteraient pas les salaires. Pourtant, elles les ont augmentés lors du premier mandat, et cela a été très important. J'avais dit qu'on ne ramènerait pas ces emplois en usine, pensant qu'ils disparaissaient. Pourtant, sous Donald Trump, l'industrie manufacturière a connu un boom durant son mandat. Il arrive un moment où vous dites « J'ai fait des prévisions, mais je me suis trompé ». Et en politique comme ailleurs, je pense qu'il est important de dire « Vous savez quoi ? Je me suis trompé sur certaines choses et je me suis trompé à son sujet. Il a été un président qui a réussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui ai apporté autant de soutien. » Vous poursuivez dans le livre en expliquant qu'une bonne politique a peut-être été l'une de vos justifications. Mais la citation, et lorsque vous avez tweeté cela ou posté sur X, ce n'était pas une question de politique. C'était ce que les chrétiens étaient prêts à tolérer. Et c'est la partie que je n'arrive pas à dépasser. Qu'êtes-vous prêt à tolérer au nom du pouvoir ? Eh bien, je dirais de façon très fondamentale que l'une des choses que j'ai fini par sous-estimer à propos de Donald Trump, c'est que beaucoup de choses que les gens disaient sur lui n'étaient en fait pas vraiment vraies. Encore une fois, tu parles d'humilité. D'accord, alors je vois Donald Trump, je vois une vidéo, ou même pas une vidéo, mais un article sur quelque chose qu'il a dit, et j'ai accepté cela au pied de la lettre. Par exemple, revenons à une des déclarations les plus controversées de Donald Trump pendant son premier mandat. Lors de la première campagne, j'ai cru ce que j'ai lu dans les articles, et c'était une erreur. Des articles disaient que Donald Trump avait affirmé que tous les Mexicains étaient des violeurs. Il n'a jamais dit ça. Qu'a-t-il dit? Ce qu'il a dit, c'est que certains pays d'Amérique du Sud, des pays d'Amérique centrale, envoyaient des criminels dans notre pays, y compris le Mexique d'ailleurs. C'était objectivement vrai. Donc, il ne s'agit pas tant des chrétiens. Fidel Castro a fait cela en 1980 avec l'exode de Mariel. Il y a eu beaucoup de journalistes, y compris à CNN, où tu travaillais et où tu étais ma collègue, qui ont essayé de trouver des preuves de cela. Il n'y a aucune preuve que Maduro ait libéré des personnes d'hôpitaux psychiatriques ou de prisons comme Fidel Castro l'a réellement fait. Ceci a été inventé et nous ne pouvons pas l'accepter sans le contester. Anna, nous savons que des personnes ont été libérées de prison et incitées à venir aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui s'est passé, monsieur le vice-président. Ce n'était pas Mariel ni une libération volontaire. On n'a pas simplement ouvert prison et asile pour laisser partir les gens en Floride. Je sais que ce sera à Miami. Oui, si vous y allez, ce n'était peut-être pas comme Mariel, mais pour les caravanes de 22 et 23, nous savons qu'elles ont été financées et parfois soutenues par le gouvernement. Je ne sais pas comment vous définissez le soutien, mais si des personnes sont incitées à venir ici après avoir été emprisonnées par leur gouvernement, c'est un problème. Madame la vice-présidente, puis-je ajouter un point, car vous abordez souvent l'immigration dans ce livre. En tant que chrétienne, je peux expliquer à mes enfants l'importance des frontières. Je comprends qu'il existe des lois et des ressources. C'est bien plus difficile à expliquer quand je vois quelqu'un être expulsé de chez lui ou emmené injustement sans être un criminel violent. En tant que mère, il est plus difficile d'expliquer quand quelqu'un est traité de vermine ou de racaille, alors que j'enseigne à l'école sur ceux qui l'ont déjà fait. C'est différent. En tant que mère et chrétienne, c'est difficile de dire les deux, comme tu l'expliques dans ton livre. Tu évoques ce combat intérieur dans le livre. Et tu parles des compromis moraux qui aboutissent à favoriser une politique migratoire stricte sans déshumaniser qui que ce soit. Mais écoute, plus de 50 personnes sont mortes sous la garde de l'ICE. Il y a des milliers d'enfants, 6200, qui sont détenus dans des endroits comme le centre de détention de Dile. Des personnes qui ont visité ces centres de détention, je ne sais pas si tu as mentionné les conditions inhumaines, le manque d'eau potable, de soins médicaux et d'éducation. Je vous demanderai en tant que chrétien et en tant que père de visiter ces centres de détention où les enfants sont détenus et de vous assurer que les conditions sont conformes aux valeurs que nous défendons dans ce pays.
Alors, vous m'avez lancé beaucoup de choses et je vois qu'il nous reste 30 secondes. Mais laissez-moi dire, d'abord, allez-y. Je voulais revenir sur ce sujet parce que je pense qu'il est très important. Nous devons trouver un juste équilibre entre le respect de nos lois et le fait de ne déshumaniser personne. Voilà l'équilibre. Écoutez, en ce qui concerne les forces de sécurité, ce que je dirais, c'est que l'action policière, par nature, n'a jamais rien de très beau, surtout quand on a affaire parfois à des personnes violentes ou à des personnes qui résistent à l'arrestation. Selon les médias, certaines personnes étaient pacifiques et n'avaient jamais enfreint la loi. Mais en examinant leur passé, on constate qu'elles étaient violentes ou avaient des antécédents criminels, y compris des délits sexuels. Une condamnation pour enrôlement est un antécédent criminel. La plupart des personnes que l'ICA rassemble et arrache à leur foyer, à leur famille, ils séparent des familles, ils utilisent des enfants comme appât. La plupart ne sont pas des criminels. Puis-je répondre? Puis-je juste dire, d'accord, tu parles des enfants. Voici ce que je dirais. Nous savons que sous la dernière administration, des dizaines de milliers d'enfants ont été victimes de trafic sexuel par les cartels et ont été amenés dans notre pays dans des conditions extrêmement dangereuses et prédatrices. Parlons de cette administration. Mais voici le point. À moins de faire respecter la frontière, vous invitez à ce genre de comportement. Vous jugez nos politiques d'immigration inhumaines en vous fondant sur le reportage d'une personne politiquement partiale. Ce que je dis, c'est qu'il est inhumain de laisser les cartels faire passer des personnes pour l'exploitation sexuelle à travers notre frontière. Vous venez d'une communauté défavorisée. Bien sûr. Vous savez combien cela a été difficile. Deux choses. Vous parlez beaucoup de votre foi catholique, mais la foi catholique dit que nous devons accueillir les immigrés, accueillir les personnes qui n'ont rien ou qui traversent une période vraiment très difficile. Pourquoi? Comment justifiez-vous ces deux choses? Alors, laissez-moi d'abord dire quelque chose, Roupi. D'abord, le livre est beaucoup moins politique que ce que vous pourriez probablement imaginer en regardant simplement ceci. Parce que, bien sûr, nous abordons les questions du moment. En réalité, 95% du livre n'aborde pas la politique. Je dois en quelque sorte écrire sur la politique parce que je suis vice-président, mais je souhaite répondre à votre question. Alors, fondamentalement, si vous réfléchissez à ce qu'est le contrôle de l'immigration, c'est l'application de la loi, c'est quelqu'un qui a enfreint une loi. Un agent doit présenter et appliquer la loi. Maintenant, il est évident que ce processus ne sera pas toujours quelque chose de beau. Si vous filmez cela, tout comme arrêter quelqu'un pour avoir commis un crime violent ou non violent, parfois ce n'est pas toujours beau. N'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que la foi catholique, en fait, je pense qu'elle trouve vraiment le bon équilibre ici. N'est-ce pas? Elle dit que la foi chrétienne, et je pense que cela vaut autant pour les protestants que pour les catholiques, vous permet d'avoir des frontières. Vous pouvez surveiller vos frontières, n'est-ce pas? Cela fait partie de l'application de la loi, mais il faut aussi prendre des précautions et faire attention, d'accord? Et encore une fois, vous savez, ton argument, c'est essentiellement « Upi, tu es en train de dire que nous n'avons pas trouvé le bon équilibre ». Je ne suis pas d'accord sur la manière d'appliquer cela, mais j'espère que personne ne dit qu'on ne peut pas avoir de frontières. Ce que je dis, c'est que pour qu'on puisse vraiment faire respecter la loi, tu ne peux pas établir une règle disant qu'on ne peut expulser personne à moins qu'il ait commis un crime violent. La loi doit s'appliquer de la même manière pour tout le monde. Non, laisse-moi poser la question. Pas besoin de lever les mains. Je vais poser ma question de suivi. Oui, je l'ai fait car tu parlais des gens. Qu'est-ce que les personnes noires ont exactement fait à cette administration qui a permis qu'elles finissent par stigmatiser les personnes de couleur? Tu sais à quel point c'est difficile? Tu as des personnes racisées dans ta famille? Bien sûr. Alors, quand tu vois, tu sais certaines choses, comme le matériel sur Emmett Till qui est retiré, ou quand il retire toutes sortes d'informations sur des héros noirs, comment tu ressens ça? Comment ça te fait? Comment tu le vis? De quoi parles-tu exactement, Whoopi? Tu viens de « Non, je veux savoir ce que tu ignores ». Quoi? Je te parle sérieusement. Donc, dans beaucoup de musées, c'est comme si, tu sais, il y en avait tellement comme ça. Je fais juste attention à l'endroit où ils enlèvent la véritable histoire qui s'est réellement passée dans ce pays. L'esclavage a eu lieu. C'est où? Beaucoup de choses se sont passées, on dirait. Ça a été très facile pour cette administration de retirer cela et aussi de dénigrer les personnes noires qui ont travaillé très dur pour atteindre ce rêve américain. Comment veux-tu dire « tu sais mieux » ? Laisse. Alors, Sonny, c'était une intervention très utile parce que je pense que l'histoire dont tu parles est celle où, tu sais, soi-disant, le gouvernement bloque des nominations à cause de la couleur de leur peau. J'ai vu ça. Je parle de l'effacement de l'histoire noire dans les espaces publics. Les districts électoraux noirs sont démantelés. Les leaders noirs sont mis de côté dans nos rangs.
Quelle place pour les Américains de couleur dans cette vision? On n'a pas l'impression d'y avoir notre place. Je pense, seulement dans ma vision à moi. Et si vous me permettez, depuis octobre de l'année dernière, il y a eu environ 6 réfugiés parmi ceux autorisés à entrer dans le pays. Tous, sauf 3, étaient des Sud-Africains blancs. Je reste sceptique face à ce chiffre car il y a divers types d'immigration aux États-Unis. Je vais toutefois me concentrer sur l'UP. Écoute, tu as posé la question et tu ne me croiras peut-être pas, mais je pense que tout le monde est bienvenu dans notre coalition politique. Honnêtement, même si tu n'as pas voté pour nous, tout le monde est le bienvenu dans notre pays tant que tu es citoyen américain. Nous, avec les devoirs, les obligations légales et les droits d'être ici. Mais laisse-moi juste donner un exemple à ce sujet, d'accord? Alors, tu as dit que nous sommes contre les minorités ou... Non. Je n'ai fait que poser la question, tu vois? D'accord, très bien. C'est juste, c'est juste. Ne viens pas chercher des histoires avec moi, mec. Ne m'attire pas d'ennui. Ne commence pas, ne t'en prends pas à moi. Mais j'ai fini par mal interpréter ta question. Mais laisse-moi répondre vraiment à ta question. Ce que je veux dire, je pense... OK, regarde Washington, D.C., l'une des villes les plus démocratiques et avec l'une des plus grandes populations noires, proportionnellement. Les villes américaines à forte population noire ont vu une forte baisse des crimes violents, agressions sexuelles et meurtres. Nous avons pris la criminalité au sérieux car nous pensons que chacun, noir ou blanc, riche ou pauvre, mérite de vivre dans un quartier sûr. Pourquoi le crime? Où exactement le crime s'inscrit-il là-dedans? Il ne s'agit pas de leurs emplois, n'est-ce pas? Il s'agit de droit. Vous dites qu'il faut agir davantage pour l'économie et les Noirs. L'histoire est en train d'être effacée. L'histoire publique n'est pas effacée. C'est vrai. Mais les amis, nous devons parler de l'Iran à notre retour. C'est important. Je dis, nous célébrons l'histoire noire. Nous célébrons toute l'histoire américaine dans cette administration. Vous pouvez être sceptique à ce sujet, mais je vous le promets. Oui, je dois faire une pause, et je dois le faire. S'il vous plaît, nous aurons plus avec la vice-présidente Vance à notre retour. Alors fais-le. Nous retrouvons le vice-président J.D. Vance. Joy pose la prochaine question. Alors, dans le livre, Monsieur le vice-président, vous faites votre mea culpa pour avoir traité les démocrates de vieilles dames à chat sans enfants. Oh mon Dieu! Quelle claque! Vous dites dans le livre que c'était une bêtise. Ce qui, en fait... C'était? Merci. À quoi pensiez-vous en le disant? Alors Joy a dit, quand tout le monde a été juste, je vais bien. Ce que je pense que c'est à peu près le meilleur soutien que je vais avoir. Joy Behar pour Républicain. Merci. Je vous remercie. Ici, à The View, on est jugé avec une certaine bienveillance, mais vous savez, je pense qu'une des choses que j'essaie de faire, et je suis toujours, vous savez, nous apprenons tous toujours, vous savez, vous avez dit que vous étiez un catholique éloigné. Oui, je suis un mauvais catholique. Je pense que nous le sommes tous. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce en tant que chrétiens. Parce que nous reconnaissons qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer. Mais je dirais ceci. Alors, ce commentaire a-t-il vraiment éclairci quelque chose et lancé une discussion? Ou a-t-il simplement poussé les gens à se refermer? Et quand je fais un commentaire qui ne fait que pousser les gens à se refermer, au lieu de mettre en valeur le point que je veux faire passer, c'est une erreur, n'est-ce pas? Et c'est à moi de m'améliorer. Puis-je demander le point que je voudrais soulever à ce sujet, Joie? Je pense que notre pays est devenu, parfois subtilement, parfois profondément, plus anti-famille et anti-enfant. Voyager ou aller au restaurant est devenu plus difficile. Monsieur le vice-président, votre fils arrive. Vous n'avez pas encore de petits-enfants? Pas encore. Nous sommes très heureux pour vous et Usha et voulions vous donner un aperçu. Merci. Merci. Question, mettons ça. Nous allons vous l'envoyer, les gars. Votre livre Communion, Retrouvez ma voie vers la foi, est disponible. Scannez le QR code pour l'acheter. On revient tout de suite. Merci, les gars.